Un village tranquille, une société secrète et un meurtre habillé de manière. Bienvenue sur Détective Eterno, je suis votre hôte Elliot. Dites-moi d'où vous regardez, j'adore entendre des gens de tous les coins du monde. Vous faites tous partie de ce voyage passionnant. Commençons. C'était le genre d'après-midi dont le village de Lower Bynefold était fier. Soleil chaud, conversation polie et une fine pellicule de rivalité polie dissimulée sous des couches de génoises et de guirlandes. La fête annuelle du jardin au presbytère était depuis longtemps devenue une tradition, non pas pour ses bénéfices caritatifs, au mieux modestes, mais pour l'occasion qu'elle offrait aux habitants de se montrer sous leur meilleur jour. Madame Banbury Scott avait une fois de plus pris en charge le jugement des confitures, son chapeau lavande rigide flottant parmi les participants tel la proue d'un navire dans des eaux tumultueuses. Le colonel s'était posté près du stand de la tombola, prétendant garder les recettes tout en essayant visiblement de remporter le panier. Le jeune Henry Moffat, récemment rentré de Londres et désormais une célébrité mineure grâce à sa chronique jardinage publiée en feuilleton, s'occupait d'expliquer l'acidité du sol à un groupe de femmes célibataires qui n'avaient pas du tout posé de questions sur le sol. C'était, en bref, exactement le genre d'événement où rien de dramatique n'était censé se produire. Et puis, sans prévenir, Madame Teeing s'est effondrée sur le présentoir de Rose. Un cri s'éleva, d'abord de Madame Norbury, qui se disputait un chrysanthème de deuxième prix, puis de la femme du vicaire, qui fut la première à s'agenouiller à côté de la silhouette allongée, ses gants blancs s'assombrissant de pétales humides. « Elle est juste tombée » murmura quelqu'un. « Tombée comme un arbre abattu. »« Non, non, » dit rapidement un autre. « Elle a trébuché. Elle a trébuché, peut-être. Elle a mal posé le pied. Ce sera tout. » Mais alors même que les suppositions polies voletaient comme des pigeons effrayés, d'autres commencèrent à affluer, un mélange de curiosité et d'effroi pétrifiant l'air. Mademoiselle Jane Marple, assise près de l'urne à thé, un châle crocheté soigneusement plié sur ses genoux, inclina légèrement la tête. Non pas par inquiétude, même si elle était certainement inquiète, mais parce que quelque chose dans la chute de Madame Teeing sonnait faux. On s'écroulait souvent, c'était vrai, surtout les après-midi chauds et surtout lorsqu'on suivait un régime pendant des semaines pour impressionner les juges de l'exposition florale. Mais ce n'était pas une pâmoison. Elle n'a pas tendu les mains, murmura Miss Marple, presque pour elle-même. C'est bizarre, ça. On fit venir le médecin local, le docteur Partridge, un homme à la chevelure abondante et peu pressée, à la tente de la limonade. Il se pencha sur la femme, vérifia son pouls, fronça les sourcils et la redressa doucement. « J'ai bien peur qu'elle soit partie, » dit-il, plus surpris que peiné. Le silence retomba. Même les banderoles semblèrent s'affaisser. « The Sparrow? Mort? À la garden fête ?» Miss Marple sirotait son thé en pinçant légèrement les lèvres. C'était un bon mélange. Fort, pas trop infusé. Et le meurtre, pensa-t-elle doucement, était rarement annoncé. Mais il laissait toujours des traces de pas. Même dans un jardin de roses. Le lendemain matin, le village de Lower Bynefold était déjà profondément en deuil, mais pas forcément pour Madame Teeing elle-même. C'était la perte de certitude, la rupture dans leur routine bien ancrée, qui perturbait le plus les habitants. Elle allait parfaitement bien la veille, insista Madame Crabtree en posant son tricot d'un coup sec. Je l'ai vue chez l'épicier. Elle m'a dit qu'elle avait acheté un pot de chutney frais pour la tombola de la fête. Et une nouvelle broche. Ce n'est pas le comportement d'une personne sur le point de mourir. Personne n'avait encore qualifié cela de meurtre, mais le mot flottait sans être prononcé dans chaque phrase, traînant derrière chaque tasse de thé versée et chaque mouvement de rideau. À la boutique du village, où les nouvelles circulaient toujours plus vite que les faits, M. Lit le Jaune avait déjà réorganisé l'affichage des journaux de la semaine pour privilégier les gros titres sur les poisons et les scandales. Et au presbytère, une réunion de suivi prévue pour discuter des modestes recettes de la fête avait été reportée Sindai. C'était Miss Marple, calme comme toujours, qui semblait la moins perturbée. Elle vaquait à ses occupations habituelles. Ranger son jardin, noter les dépenses de son ménage dans son petit livre de comptes et se rendre à la poste, le tout sans même froncer les sourcils. Mais à l'intérieur, son esprit était déjà soigneusement au travail. Madame Teeing n'était pas très appréciée. Cela, Miss Marple le savait, après des années de commentaires à demi-mot au village et de quelques remarques acerbes lors des parties de bridge. C'était une femme aux opinions tranchées, qui s'exprimait d'une voix trop autoritaire et trop peu à l'écoute.
Elle avait siégé au comité floral avec l'autorité d'un juge à Nuremberg et avait un jour accusé publiquement la femme du vicaire de sous-arroser délibérément ses tulipes pour obtenir des votes de sympathie. Et pourtant, malgré son impudence, Madame Tilling était profondément ancrée dans la vie du village. Elle était, comme Miss Marple le remarqua avec un intérêt discret, le genre de personne dont la mort ferait sensation. Tant de gens avaient des raisons de la souhaiter, et pourtant aucun d'entre eux ne s'attendait à ce qu'elle arrive réellement. Au petit déjeuner, Miss Marple reçut la visite de l'inspecteur Grave, l'officier de police local qui avait fait ses armes dans les vols de vélo et qui avait parfois affaire à un cousin turbulent. C'était un homme corpulent, avec une moustache qui donnait une impression d'autorité, même si ses paroles n'en faisaient pas état. « Trop horrible », dit-il en acceptant un scone sur le plateau bien rangé de Miss Marple. « Chokent. »« Oui », répondit Miss Marple d'un ton doux. « Bien sûr, on ne peut jamais être vraiment surpris quand certaines personnes arrivent à leur fin. C'est plus une question de comment que de quand. » Grave lui lança un regard, incertain s'il devait être amusé ou alarmé. « Le médecin parle d'insuffisance cardiaque, ajouta-t-il après une pause. On fait des examens, c'est de routine. Tout à fait, acquiesça Miss Marple. Pourtant, elle est tombée plus tôt, précisément, vous ne trouvez pas, comme poussée par quelque chose de plus que le destin. L'inspecteur toussa dans son thé. Allons, allons, Miss Marple, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Oh, c'est rare, dit-elle doucement, mais j'aime bien tirer des conclusions hâtives. À midi, le village avait commencé à élaborer ses propres théories. Chacune était plus sûre et moins plausible que la précédente. Un coup de chaleur, sans doute, déclara le colonel Faraday. Des femmes d'un certain âge. Sans vouloir offenser personne. Il y a quelque chose dans la confiture, s'aventura la jeune Sarah Dunkley, qui avait perdu de justesse le premier prix face à Madame Tilling dans la catégorie marmelade. Une odeur étrange près de sa table. Elle a été empoisonnée, murmura dramatiquement Madame Vickers dans la file d'attente du boucher. Croyez-moi, un de ces meurtres à la londonienne. Comme dans les journaux. Miss Marple, ramassant son modeste rôti d'agneau habituel, ne prêta aucune attention à Madame Vickers, même si elle nota mentalement la confiture. C'était souvent dans ces petites remarques inconsidérées que la vérité se cachait. Ce soir-là, un silence discret s'abattit sur la place du village. Le match de cricket avait été annulé, et même le pub, habituellement insensible au chagrin, avait fermé ses portes par respect, ou peut-être pour éviter les spéculations qui l'attendaient. Chez elle, Miss Marple relisait un vieux livre de jardinage que Madame Tilling lui avait recommandé un jour, un ouvrage sec et autosatisfait, aux noms latins désuets et aux annotations épaisses au crayon dans les marges. Miss Marple ne s'intéressait pas particulièrement aux conseils de jardinage, mais les notes offraient un autre éclairage, la pensée de Madame Tilling, ses jugements, ses incohérences occasionnelles. Sur la 3e page, à côté d'un passage sur la digitale, se trouvait un curieux gribouillage. Évitez ceci en cas de chaleur, dangereux en cas d'utilisation incorrecte. Une légère trace d'encre marquait le coin, comme si quelqu'un avait un jour piqué la plume de frustration. Elle ferma le livre et regarda par la fenêtre. Le soir était tombé, et le ciel avait la couleur des prunes trop mûres. Quelque part au loin, un chien aboya une fois, puis se tut. Le calme du village était revenu, mais c'était un calme avec des nuances. Le lendemain matin, le coroner annonça officiellement que Madame Tilling n'était pas décédée de cause naturelle. Des traces de digital, un extrait de digital avait été retrouvé dans son organisme. Ce soir-là, la cloche du village sonna une fois, et le silence suivit comme un souffle retenu. Lower Bynefold ne spéculait plus. Il était vivifiant. Miss Marple était assise à sa table de cuisine, se versant une petite mesure de sherry. Elle ignorait encore qui avait tué Madame Tilling, mais elle était désormais certaine d'une chose. Quelqu'un dans le village l'avait fait, et il n'avait pas prévu Miss Marple. La nouvelle, lorsqu'elle arriva, déferla sur le village comme le premier coup de tonnerre avant l'orage. Poison, digital, meurtre, ce n'étaient pas les mots habituels qui rythmaient la vie à Lower Bynefold. Ils étaient étrangers, voire vulgaires, et pourtant indéniablement palpitants. L'annonce du coroner, bien que formulée sur un ton des plus cliniques, électrisa les habitants. Le soupçon, ce plus ancien des instincts, refit surface, et avec lui, le besoin frénétique de trouver un coupable, de pointer du doigt avant que le miroir ne se retourne. Le lendemain matin,
L'inspecteur grave retourna au village, cette fois non pas pour prendre le thé et discuter poliment. Accompagné d'un jeune agent plus influent que expérimenté, il commença son enquête avec sérieux. Il commença, avec raison, par le presbytère, où la fête avait eu lieu et où l'effondrement fatal s'était produit. Le vicaire, le révérend Lionel Ponsonby, était un homme délicat, appréciant les thés rares et les métaphores hésitantes. Il expliqua nerveusement qu'il s'occupait de la table de tombola lorsque Madame Tiying était tombée. « J'ai entendu du grabuge », dit-il en clignant rapidement des yeux tandis que Grave prenait des notes. Quelqu'un a crié. J'ai cru qu'un des enfants s'était enfui avec un gâteau. Aviez-vous déjà vu Madame Tiying avant cela? Le vicaire hésita. Juste un instant. Elle était passée se plaindre de la disposition des pots de géranium, voyez-vous. Elle disait qu'il détournait l'attention des roses. Je l'ai déplacé, bien sûr. Miss Marple, assise tranquillement à côté, prenait une délicate gorgée de son thé. On ne l'avait pas invitée à être présente, mais la femme du pasteur, qui considérait Miss Marple comme une sainte locale, avait insisté pour qu'elle vienne s'asseoir pour lui apporter un soutien moral. « Tu ne lui as rien proposé à manger ou à boire. » Demanda Graves. « Non, rien, » répondit le vicaire, visiblement troublé. Elle avait apporté son propre rafraîchissement, je crois. Je l'ai vue avec une petite boîte en fer blanc, on aurait dit une de ces vieilles bonbonnières. L'agent, assis sur une chaise au dossier rigide, griffonnait maladroitement quelque chose sur son bloc-notes. Le regard de Miss Marple s'attarda un instant sur lui. Jeune, peut-être fraîchement sorti de l'académie, et pas encore habitué au rythme de la vie villageoise, il était trop impatient, trop sûr de lui. Après l'entretien, Mademoiselle Marple s'excusa poliment et se dirigea vers le marchand de légumes. Sur le chemin, elle croisa Madame Banbury-Scott, qui taillait sa haie de Troène avec une précision alarmante. « C'est une affaire ignoble, » dit la femme sans préambule. « Et le jour de mon jugement, en plus. »« Oui, c'est plutôt malheureux, » approuva Miss Marple. Lucille Tiying était toujours un peu dramatique. Toujours à faire des histoires. Mais quel poison! C'est tout à fait inacceptable. Miss Marple ne dit rien. Elle avait appris depuis longtemps que le silence était souvent le meilleur appât pour la vérité. Remarquez, poursuivit Madame Banbury-Scott en baissant ses ciseaux, j'ai remarqué qu'elle avait échangé quelques mots avec ce jeune Moffat, juste avant le début du jugement. Très animé. Une histoire de mauvaise étiquette. Où était un melon mal pesé? Henry Moffat? Demanda Miss Marple d'un ton poliment surpris. Oui, lui. Beau, si vous aimez ce genre de visage. Il sent toujours légèrement le compost. Trop intelligent, de loin. Miss Marple hocha la tête et continua son chemin. Elle se dit qu'elle ferait bien de rendre visite à M. Moffat avant la fin de la journée. Henry Moffat vivait dans la maison de jardinier reconverti, derrière l'ancien domaine de Strathmore. C'était une maison petite mais bien entretenue, avec une profusion de légumes soigneusement disposés en fleurs de vent. Des aubergines, des tomates anciennes et un potager d'artichauts particulièrement provoquant. Lorsque Miss Marple frappa à la porte, il ouvrit presque aussitôt, les manches retroussées et la terre sous les ongles. Mademoiselle Marple, diddle, visiblement surprise. Quel plaisir. Interest? Elle sourit doucement. Seulement si tu as quelques minutes pour discuter. Il la fit entrer. Le salon était bien rangé, tapissé de livres de jardinage et de catalogues de semences. Une légère odeur de tourbe flottait dans l'air. « Je suis sûr que c'est assez embêtant, » dit-il en offrant une chaise. « Tout le monde est un peu à bout de nerfs après ce qui s'est passé. »« Oui, » dit Miss Marple. « C'est tout à fait inattendu. Dites-moi, Monsieur Moffat, vous avez eu une discussion avec Madame Tiying juste avant le début du jugement ?» Il se raidit légèrement, puis esquissa un sourire penaud. « Oh, je n'appellerais pas ça des mots. Elle était bouleversée, tu sais comment elle pouvait l'être. Elle m'a accusé d'avoir égaré sa carte d'inscription. Elle a prétendu que ses moelles avaient été injustement disqualifiées. Vraiment? Je ne crois pas. Ces courges étaient d'une taille absolument obscène, mais les règles sont les règles. De toute façon, je n'ai rien eu à voir avec le jugement. Je fais juste partie du comité d'horticulture. » Miss Marple inclina la tête. Elle avait l'air, bien, alors, il fronça les sourcils. Ni plus ni moins horrible que d'habitude. Elle rit doucement. C'est gentil à toi d'être si franc. Je suppose que je ne suis pas le seul à qui elle a fait du mal, dit Henry en se versant un verre d'eau. Je ne veux pas paraître dur. C'est juste que...
Elle avait une façon de tout ramener à elle. Ma mère disait que Lucille était capable de repérer un projecteur dans le noir. Miss Marple le remercia de son temps et partit peu après. Elle n'était pas convaincue de son innocence, mais pas non plus de sa culpabilité. Il était trop tôt pour en être certain. En fin d'après-midi, Grave avait dressé une liste de personnes d'intérêt bien qu'il refusa d'utiliser le terme « suspect » en public. Parmi elles figuraient Henry Moffat, Madame Vickers, pour des raisons qui lui échappaient, même lui, et l'épouse du pasteur, que Madame Crabtree avait accusée d'être étonnamment silencieuse le jour de la fête. De retour à son cottage, Miss Marple étala une petite feuille de papier. Elle n'y nota pas de nom, mais plutôt des liens de parenté. Qui s'était disputé avec qui avait souri trop vite, qui avait présenté ses condoléances avant même que le corps ne soit emporté. Son regard s'attarda sur la phrase « boîte sucrée ». Le vicaire l'avait mentionnée en passant. Elle se demanda si elle avait été retrouvée. Il y avait autre chose, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner. Un détail lancinant qui refusait de se préciser. Mais il le faisait toujours. Alors que le crépuscule s'installait sur les toits de chaume et les haies fleuries de Lower Bynefold, Miss Marple ferma les yeux un instant et laissa ses pensées se poser. C'était la partie de l'affaire que personne ne voyait, la collecte silencieuse et patiente de motifs. En apparence, le village était calme. Mais sous la surface, les vérités se mouvaient, s'alignaient, se préparaient à se révéler. Et Miss Marple les attendrait quand il le ferait. Le village de Lower Bynefold, autrefois un lieu de prévisibilité sereine, se retrouvait désormais pris dans un filet de suspicion discrète. Les bonnes manières demeuraient, la cloche sonnait toujours au clocher à 15 heures, le facteur poursuivait sa tournée avec une joie inébranlable, et Madame Hargreaves ouvrait la boulangerie tous les matins à cette heure précise, mais un changement indéniable se produisait dans l'air. Les portes se fermaient un peu plus vite. Les conversations se terminaient un peu plus tôt. Et les regards s'attardaient un instant de trop. Le village ne parlait plus seulement de meurtre, il essayait activement de le résoudre. Le rapport du coroner confirmant publiquement l'empoisonnement à la digitaline, l'inspecteur Grave était sous pression pour présenter un suspect, ou du moins obtenir des résultats tangibles. Scotland Yard avait envoyé un télégramme proposant son aide, mais Grave, toujours fier de sa compétence, avait décliné du moins pour le moment. Il s'était cependant de plus en plus intéressé à Henry Moffat. Jeune, sûr de lui et fraîchement rentré de Londres, avec une vague notoriété grâce à sa chronique jardinage, Henry se démarquait. Et se démarquer, dans un endroit comme Lower Bynefold, pouvait être dangereux. Il y a la question de la dispute, dit Grave à l'agent Peters cet après-midi-là, alors qu'il longeait le chemin du village près des jardins ouvriers. Plusieurs témoins. Des voix s'élevaient. Elle a menacé de le dénoncer. Peters hocha la tête solennellement, même s'il ignorait totalement ce pourquoi Madame Tilling avait pu dénoncer Henry. Une mauvaise pesée de moelle osseuse? Cela semblait peu susceptible de justifier un meurtre. Pourtant, il ne dit rien. Et puis il y a la digitale, poursuivit Grave. Elle pousse à l'état sauvage juste à côté du jardin de Moffat. Il saurait ce qu'elle fait. Mais tout le monde au village ne le sait-il pas? Demanda Peters. La plupart d'entre eux ont un jardin. Savoir et utiliser sont deux choses différentes, murmura Grave. On lui reparlera demain. On verra si sa version a changé. Miss Marple, quant à elle, avait passé la matinée dans son salon, cousant tranquillement un chemin de table et réfléchissant aux particularités de la nature humaine. Son esprit n'était pas occupé par Henry Moffat, du moins pas uniquement. Sa place dans le récit était quelque peu trop commode. Sa dispute avec Madame Tilling, sa connaissance des plantes, son lien évident avec le poison, tout cela s'enchaînait trop bien. Miss Marple avait déjà vu ce genre de choses. Parfois, quand tout le monde se met d'accord trop vite sur un suspect, ce n'est pas parce qu'il est coupable, mais parce qu'on veut le faire paraître ainsi. Plus tard dans la journée, alors que la lumière devenait dorée et filtrait à travers les rideaux de dentelle de son salon, elle reçut un visiteur. C'était Madame Crabtree. Son expression était un curieux mélange d'indignation vertueuse et de véritable confusion. « Je n'arrive pas à y croire », déclara-t-elle dès qu'elle fut assise. « Henry Moffat, ce n'est pas son genre. Personne ne l'est jamais, » répondit doucement Miss Marple en lui offrant un biscuit. « Jusqu'à ce qu'il le soit. » Madame Crabtree soupira. « Je pensais juste que tu devais savoir, Jane, qu'on en a parlé. À la réunion du Wisconsin. Et pas seulement à propos d'Henry. » « Tout est bien de Constance Vickers ?» Miss Marple hocha la tête.
Bien sûr. Eh bien, quelqu'un a dit l'avoir vue se faufiler sous les tentes fleuries juste avant le début du jugement. Elle avait l'air agitée, apparemment. Cela semble vague. C'est vrai, admit Madame Crabtree. Mais Constance et Lucille Tilling se sont disputées l'été dernier. À propos de la plantation d'une clématite, entre autres. Constance était furieuse. Elle disait que Lucille était cherchant à ruiner sa réputation au sein de la société d'horticulture, conclut Madame Crabtree, les yeux écarquillés, les joues rouges d'un enthousiasme que seuls les ragots déguisés en inquiétude pouvaient inspirer. Lucille a menacé de déposer une requête auprès du comité pour que Constance soit exclue de toute compétition pendant 5 ans. Miss Marple, qui écoutait avec sa douce attention habituelle, hocha lentement la tête. Cela aurait été un véritable coup dur pour quelqu'un comme Madame Vickers. Oh, c'est dévastateur, acquiesça Madame Crabtree en sirotant son thé avec une satisfaction évidente. Elle a remporté la Coupe des clématites 3 années de suite. C'est pratiquement sa seule spécialité, à part ses tartelettes aux cerises, et même celles-ci ont été irrégulières ces derniers temps. Pourtant, dit Miss Marple pensivement, une querelle à propos de fleurs ne suffit peut-être pas à justifier un acte aussi grave qu'un meurtre. Madame Crabtree haussa délicatement les épaules. Ce sont toujours les petites choses qui font pencher la balance, ma chère. C'est ce que tu dis toujours, n'est-ce pas? Miss Marple sourit, mais son esprit s'égarait déjà, réorganisant doucement le puzzle dans ses pensées. Après le départ de Madame Crabtree, Miss Marple resta assise seule dans la lumière déclinante. Elle ne bougea pas immédiatement, ne prit pas son tricot ni ses lunettes de lecture. Au lieu de cela, elle fixa le jardin, où les derniers rayons de chaleur du jour s'accrochaient aux rosiers. Il y avait quelque chose qu'elle avait négligé. Quelque chose d'insignifiant. Quelque chose de caché à la vue de tous. La boîte. Le pasteur en avait parlé, la boîte de bonbons que Madame Tilling transportait. Le sujet n'était plus apparu dans le rapport de l'inspecteur. Personne n'avait parlé de sa récupération. Cela semblait étrange. Miss Marple prit son petit carnet et retourna quelques pages à la chronologie approximative qu'elle avait esquissée. On avait vu Madame Tilling arriver avec un sac à main et une boîte en fer blanc. Elle avait traversé les stands, eu sa petite altercation avec Henry Moffat, puis était allée voir les roses avant de s'effondrer. Dans tous les témoignages qu'elle avait recueillis discrètement, personne ne se souvenait avoir vu la boîte après cela. L'absence de quelque chose d'attendu, songea Miss Marple, était souvent aussi révélatrice que la présence de quelque chose d'inattendu. Elle se leva et prit son manteau. L'air du soir s'était rafraîchi et le village commençait à se calmer. Des lumières brillaient doucement derrière les rideaux. Une légère odeur de fumée s'échappait des cheminées. Elle marchait lentement mais résolument, se dirigeant vers le presbytère. Le terrain de la fête avait été nettoyé depuis longtemps, mais elle voulait y jeter un dernier coup d'œil. Par chance, ou peut-être par mémoire, la femme du vicaire se trouvait dans le jardin de devant, en train de couper quelques tiges de lavande trop longues. « Oh, Jane, tu es rentrée tard. » cria-t-elle. « Je prends juste l'air, ma chérie. Et je me suis dit que je pourrais te demander un petit service. » « Bien sûr. » Miss Marple croisa les mains. « Vous avez mentionné, lors de la visite de l'inspecteur, avoir aidé à ranger la fête après l'incident. Vous souvenez-vous avoir vu une boîte en fer blanc, petite, ronde, peut-être de couleur vive? » La femme du pasteur fronça les sourcils. « Une boîte? » La Seymour Fletcher. Elle s'arrêta, coupant distraitement une tige. « Oh oui, il y en avait un. Je l'ai trouvé sous le bord de la nappe, devant le présentoir à confiture. J'ai cru que quelqu'un l'avait oublié. Et où est-il maintenant? Eh bien, je l'ai mis avec les autres objets trouvés dans le placard de la salle paroissiale. Personne ne la réclamait. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Puis-je vous demander de me montrer? » Quelques minutes plus tard, dans la pénombre de la salle paroissiale, ils ouvrirent le grand placard en bois caché derrière le piano. Plusieurs objets abandonnés trônaient sur l'étagère du milieu. Un chapeau d'enfant, un gant, un programme corné. Et, niché au milieu, exactement comme Miss Marple l'avait imaginé, se trouvait une petite boîte en fer blanc peinte de motifs floraux éclatants. Elle le souleva avec précaution. « Cela vous dérangerait-il si je vous l'empruntais un petit moment ?» demanda-t-elle. La femme du vicaire sourit. « Prends ce dont tu as besoin, ma chère. Mais je dois dire que tu as le don de donner de l'importance à l'ordinaire. »« Oh » répondit Miss Marple d'un ton doux, « parfois, c'est l'ordinaire qui détient la clé. » De retour à son cottage,
sous la douce lumière de son salon, Miss Marple examina la boîte. À première vue, elle ne présentait aucun intérêt. Un de ces contenants bon marché, couramment utilisés pour les bonbons durs ou les pastilles pour la gorge. Mais le fermoir présentait un léger résidu, granuleux et pâle. Elle prit un mouchoir plié et tamponna légèrement la surface. Ça ne sentait ni le sucre ni la menthe. Au contraire, ça sentait légèrement l'amertume, comme un médicament. Ou un produit dangereux. Elle n'avait pas besoin d'être chimiste pour faire une supposition éclairée. Et si Madame Tying n'avait pas reçu de poison à la fête, et si elle l'avait apporté avec elle, l'idée a germé lentement. Si Madame Tying avait elle-même ingéré le poison, cela aurait pu suggérer un suicide. Mais elle n'était pas une femme connue pour son désespoir. Elle s'épanouissait dans la vie du village, ses drames, ses compétitions, ses querelles quotidiennes. Non, l'idée qu'elle se soit suicidée ne sonnait pas juste. Il est plus probable que la boîte ait été trafiquée. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Si le poison avait été introduit dans ses propres bonbons ou pastilles, ou quoi que ce soit d'autre, celui qui l'avait fait aurait dû avoir accès à la boîte au préalable. Quelqu'un d'assez proche d'elle pour connaître ses habitudes. Quelqu'un qui aurait pu la replacer là où elle la trouverait, sans éveiller les soupçons. Et quelqu'un qui saurait qu'elle en mangerait pendant la fête. Le lendemain matin, elle rendit visite à l'inspecteur Grave. Il était assis à son bureau, une expression de frustration lasse tirant sur les bords de sa moustache. « Je commence à croire que tout le village est devenu fou », dit-il en désignant une pile de déclarations. Chaque interview contredit la précédente. Miss Marple sourit. « Alors, peut-être que vous vous rapprochez de quelque chose. » Grave leva les yeux. « Tu as quelque chose en tête? Je crois que oui. Mais j'aimerais d'abord vous montrer quelque chose. » Elle ouvrit son sac et posa la boîte sur le bureau de l'inspecteur. Grave l'observa. C'était celui de Madame Tying, expliqua-t-elle. Il a été récupéré sur le terrain de la fête. Il y a des résidus sur le fermoir. Je crois que c'est important. Il souleva la boîte avec précaution, renifla et fronça les sourcils. Ce ne sont pas des bonbons. Non, répondit Miss Marple. Et je ne pense pas que ça l'ait jamais été. Grave se rassit dans son fauteuil. Tu crois que le poison a été administré de cette façon? Oui. Et je pense que la personne qui l'a placé la savait qu'elle l'utiliserait en public, dans un contexte où la cause de son malaise pourrait être confondue avec un coup de chaleur ou une indigestion. Grave tapota pensivement le bord de la boîte. Tu es sûr? Je ne suis jamais sûr avant d'en être sûr, inspecteur. Mais j'ai constaté que très peu de gens changent leurs habitudes. Et Madame Tying était une créature d'habitude, surtout quand il s'agissait de ses propres affaires. Grave se pencha en avant. Nous recherchons donc quelqu'un qui a eu accès à sa maison ou à son sac à main. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Exactement, dit doucement Miss Marple. Et quelqu'un qui profiterait socialement ou personnellement de son absence. Grave plissa les yeux. Tu crois que ce n'était pas M. Moffat? Je crois qu'il est victime d'un coup monté, répondit Miss Marple. Et je crois que le véritable tueur observe attentivement pour voir si la mauvaise personne est accusée. Alors que Miss Marple se levait et se préparait à partir, elle s'arrêta brièvement sur le pas de la porte. Parfois, dit-elle doucement, ce n'est pas celui qui s'est disputé avec la victime qui compte, mais celui qui a complètement arrêté de se disputer. Elle quitta Grave avec cette pensée et la boîte sachant que l'affaire commençait à évoluer. Un nouveau chemin se dessinait, jalonné non pas d'empreintes de pas, mais de gestes familiers, d'objets égarés et de schémas comportementaux. Le tueur, pensa-t-elle, avait joué un jeu habile. Mais Miss Marple avait appris à surveiller les cartes que personne n'avait l'intention de jouer. Le temps que la boîte soit envoyée au chimiste local pour analyse, la nouvelle de la découverte de Miss Marple avait déjà filtré entre les mailles du filet des ragots de Lower Bynefold. Personne ne pouvait dire exactement qui avait raconté l'histoire à qui certains soupçonnaient la femme du pasteur, d'autres rejetaient la faute sur la femme de chambre de Madame Banbury Scott, aperçue à traîner avec suspicion dans la salle paroissiale, mais en milieu de matinée, tout le village était au courant de l'existence de la boîte empoisonnée. Et avec cette connaissance sont venues de nouvelles vagues de spéculation. J'ai toujours dit qu'elle était secrète, annonça Madame Vickers à haute voix au bureau de poste, en référence à feu Madame Tying. Une boîte pleine de je ne sais quoi. Franchement, elle s'est probablement empoisonnée sans s'en rendre compte. Elle ne m'a pas semblé du genre négligente, répondit Madame Norbury en glissant un paquet de timbres dans son sac à main. Si elle a pris du poison, c'est que quelqu'un l'a voulu. Derrière eux, dans la file, Miss Marple ne dit rien.
Elle se contenta d'ajuster son châle et d'écouter. C'était toujours dans des moments comme ceux-là, improvisés, spontanés, profondément révélateurs, que les gens se révélaient le plus sincèrement. Elle remarqua notamment que Madame Constance Vickers, qui avait auparavant fait l'objet de soupçons discrets, s'était soudainement absentée de ses lieux de prédilection. Ni à la boulangerie, ni au jardin potager, ni en train de balayer l'allée de son jardin, comme elle le faisait chaque matin avec une ponctualité militaire. Cela ne lui ressemblait pas du tout. Curieuse, Miss Marple fit un petit détour en rentrant et passa devant le cottage de Constance, au bout de Primrose Lane. Le portail était fermé, les rideaux tirés. Une faible lumière vacillait à l'intérieur, mais aucun mouvement ne se manifestait. Elle ne frappa pas. Certaines visites, croyait-elle, en révélaient davantage lorsqu'elles n'avaient pas lieu. De retour dans sa maison, elle découvrit qu'un mot avait été glissé dans la boîte aux lettres. Le papier était soigneusement plié, sans enveloppe, et l'écriture était soignée mais sans particularité. Ce n'est pas celui que vous croyez. Posez-lui des questions sur la médaille. Il n'y avait aucune signature, aucune indication de l'expéditeur, mais la curiosité de Miss Marple s'aiguisa. Les notes cryptiques étaient rares à Lower Bynefold, où la plupart des secrets étaient murmurés plutôt qu'écrits. Elle le relut lentement. La formulation était étrange, suggérant qu'elle connaissait ses pensées, ses soupçons. Et qui était-il? Henry Moffat? L'inspecteur grave? Quelqu'un d'autre? Elle resta assise tranquillement, le mot à la main, son esprit en examinant les multiples couches. Puis elle pensa au colonel Faraday. Le militaire à la retraite avait brillé pendant la fête, s'attardant près de la table de tombola. Il était toujours prompt à parler de service et de devoir, tout en restant vague sur le lieu et la manière dont il avait servi. Elle se souvenait avoir vu une médaille épinglée à son gilet ce jour-là, un geste curieux pour une garde en partie, à moins d'avoir quelque chose à prouver ou à distraire. Elle a décidé qu'il était temps de lui rendre visite. Le colonel Faraday habitait une belle maison en briques rouges, en bordure de la place du village, remplie de vieux portraits et imprégnée de l'odeur âcre du tweed. Il ouvrit lui-même la porte, moustache frémissante et sourcils levés. « Mademoiselle Marple, vous êtes venue parler un peu de guerre? » « Pas tout à fait, colonel, dit-elle doucement. J'espérais bénéficier de vos connaissances sur un sujet délicat. » Il la fit entrer avec une révérence courtoise et la conduisit au salon, où un plateau de biscuits non goûtés côtoyait une pile d'exemplaires anciens de Country Life. Elle déclina le thé mais accepta un biscuit, puis laissa son regard dériver vers la cheminée, où plusieurs médailles étaient exposées sous une photo encadrée d'argent d'un Faraday beaucoup plus jeune en uniforme. « Je me demande, dit-elle sur le ton de la conversation, est-ce que tu portais celui-là à la fête? » Il suivit son regard en fronçant les sourcils. « C'est la décoration territoriale. »« Non, non, je portais la médaille de la reine. J'ai pensé la relooker pour l'occasion. Pour donner au village quelque chose à admirer. »« C'est très gentil de votre part, » murmura Miss Marple. « Et Madame Teeing l'a-t-elle admiré? » La question était légère, mais le silence qui suivit fut révélateur. Faraday s'éclaircit la gorge. « Je suppose qu'elle a remarqué. » Lucille a tout remarqué. En effet, j'ai souvent dit qu'elle pouvait trouver à redire à une rose si elle fleurissait mal. Faraday rit doucement, mais il y avait quelque chose de forcé là-dedans. Elle a remis en question l'authenticité, n'est-ce pas? Des douchement Miss Marple. Il cligna des yeux. « Que veux-tu dire? » Elle avait l'œil vif. Et des opinions encore plus tranchées. « Je crois qu'elle vous a contesté la médaille. Elle a parlé d'une anomalie dans votre dossier. » Faraday se redressa un peu. Un malentendu anodin. Elle s'est trompée. Mais ça t'a ébranlé. Il se détourna, la voix plus basse. Elle a fait des sous-entendus. Elle a menacé d'écrire à un bureau régimentaire. Tout cela était de très mauvais goût. Et si elle l'avait fait? Son silence était une réponse suffisante. Miss Marple s'est levée. « Merci, colonel. Vous avez été très gentil. » En quittant la maison, elle ne se sentait pas plus près de résoudre le meurtre, mais elle se sentait plus proche de la vérité. Le colonel Faraday avait peut-être un mobile la honte, la peur d'être démasqué, mais elle ne lui sentait ni les moyens ni le tempérament pour un acte aussi méthodique. Non, il s'agissait d'un crime discret, un crime réfléchi. Elle était encore en train de le feuilleter lorsqu'elle reçut une deuxième surprise ce jour-là, cette fois sous la forme de la jeune Sarah Dunkley, qui apparut sur le pas de la porte de Miss Marple avec les yeux rougis et un air de confession. « Il faut que je le dise à quelqu'un, » dit Sarah d'une voix à peine audible. « Je crois savoir qui a fait ça. »
Miss Marple la laissa entrer et prépara du thé, puis s'assit en face d'elle tandis que la jeune fille se tordait les mains. « Ce n'est pas Henry, » dit Sarah fermement. « Ce n'est pas Henry. Pourquoi es-tu si sûre? » « Parce que Sarah hésita. « Parce que j'ai vu quelqu'un mettre quelque chose dans le sac à main de Madame Tying. » Il y eut une pause, lourde et pleine. Quand, juste avant le début du jugement, je me déplaçais entre les tables et j'ai vu Madame Vickers penchée sur le sac de Lucille. Elle disait qu'elle ramassait un mouchoir que quelqu'un avait laissé tomber. Mais elle est restée là plus longtemps que nécessaire. Tu as vu ce qu'elle a mis à l'intérieur? Sarah secoua la tête. Non. Mais Madame Tying n'a plongé la main dans son sac qu'une seule fois après, pour en sortir sa boîte. Le lien se précisait, mais Miss Marple ne se tait pas. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? J'avais peur, admit Sarah. Madame Vickers peut être désagréable. Elle a des amis dans tous les comités. Et moi, je ne pensais pas que ça avait d'importance. Jusqu'à ce que j'apprenne pour le poison. Miss Marple lui prit doucement la main. Tu as bien fait. Après le départ de Sarah, Miss Marple s'assit de nouveau avec son carnet. Le filet se resserrait. La boîte, la médaille, le sac. Tous ces éléments constituaient un puzzle complexe. Mais une question persistait. Pourquoi maintenant? Pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal pour tuer Lucille Tying lors d'un événement public? Pourquoi ne pas attendre un moment d'intimité, une occasion plus tranquille? Car, pensait-elle, il ne s'agissait pas seulement de destituer quelqu'un. Il s'agissait de faire une déclaration publique, humiliante, une sorte de règlement de compte. Et quelqu'un dans le village se cachait d'une vérité qu'il ne pouvait plus supporter. Bientôt, Miss Marple le savait, elle devrait les affronter. Mais pas encore. Elle avait besoin d'une pièce supplémentaire. Et elle avait une idée où le trouver. Le lendemain de la confession de Sarah Dunkley arriva doux et gris, ce matin anglais enveloppé d'une brume qui étouffait les sons et brouillait les contours. Le village de Lower Bynefold semblait plus lent que d'habitude. Même les oiseaux hésitaient dans leur chant. On aurait dit que le silence retenait son souffle, attendant que quelque chose vienne le briser. Miss Marple se réveilla tôt, l'esprit déjà en ébullition, tissant les fils des observations de Sarah avec les informations éparses qu'elle avait accumulées au cours des derniers jours. La boîte, le résidu sucré, la fausse médaille, l'effondrement soudain et précis, la menace murmurée d'une révélation. Et maintenant, l'image de Constance Vickers, penchée sur le sac à main de Madame Tying, sans raison valable. Mais quelque chose clochait. Les pièces s'alliaient, mais l'image qu'elle formait semblait trop simple. Elle avait déjà vu ça, à maintes reprises. Une énigme villageoise déguisée en crime. Ou, plus dangereux encore, un crime déguisé en énigme. Et toujours, il y avait un rebondissement inattendu. En milieu de matinée, l'inspecteur Grave avait convoqué Madame Vickers au poste pour un interrogatoire formel. La nouvelle s'était vite répandue, bien sûr. Constance avait traversé la place, vêtue de son plus beau manteau et de son chapeau, le dos raide, les lèvres pincées, comme pour défier quiconque de s'approcher. Elle n'a pas dit un mot, dit Grave plus tard à Miss Marple, faisant les 100 pas derrière son bureau. Elle nie tout. Elle dit qu'elle s'est penchée sur le sac à main parce que quelqu'un a laissé tomber un stylo. Aucune mention d'un mouchoir. Elle le nierait, dit Miss Marple calmement. Elle est intelligente comme le sont les femmes de la haute société. Elle sait ce que le village tolère et ce qu'il ne tolère pas, et elle est déterminée à rester dans cette limite, aussi mince soit-elle. Tu crois qu'elle l'a fait? Je crois qu'elle était impliquée, répondit Miss Marple. Mais je crois aussi que quelqu'un d'autre guidait la scène. Grave marqua une pause, puis fronça les sourcils. Ce qui veut dire? Cela signifie qu'elle a peut-être placé le poison dans la boîte ou dans le sac à main, mais je soupçonne que l'idée ne lui est pas venue. L'orchestration, le timing, la subtilité de tout cela. Cela témoigne d'une longue observation et d'une certaine cruauté dissimulée sous les bonnes manières. Grave parut sceptique, mais le regard de Miss Marple était fixe. Puis, avant qu'il puisse répondre, l'agent frappa vivement et entra avec un billet plié. « Pour vous, monsieur. Urgent. » Grave le lut une fois, puis une autre fois, son expression changeant tandis qu'il le passait sur le bureau. Miss Marple le prit en silence. Le papier était fin, et le message était griffonné à la hâte au crayon. Deuxième incident. Vous devez venir à l'abri de Jardin des Moffat. Tout de suite. Aucune signature. Aucune explication. Grave était déjà debout. Vince, on y va ensemble.
La propriété des Moffat se trouvait à l'extrémité du village, entourée de haies denses et d'un terrain bien entretenu regorgeant de légumes d'été. Henri les accueillit au portail, pâle et visiblement secoué. « Je ne savais pas qui appeler, dit-il rapidement. C'est encore arrivé. » Miss Marple sentit un frisson lui monter dans l'échine. Grave prit les choses en main et suivit Henri jusqu'au hangar à l'arrière de la propriété. C'était un petit espace bien rangé, avec des étagères remplies de sachets de graines, d'outils de jardinage et de sacs de terre soigneusement empilés le long des murs. Mais au centre du sol gisait une silhouette décharnée, Sarah Dunkley. Elle était consciente mais désorientée, peinant à s'asseoir tandis que l'agent l'aidait. Son visage était trempé de sueur et sa respiration était laborieuse. Sur l'établi voisin se trouvait une tasse de thé à moitié terminée et un biscuit encore croqué. Miss Marple se déplaça rapidement mais prudemment. « Sarah, ma chere, m'entends-tu » ? « Oui, murmura Sarah, avant de grimacer. « J'avais le vertige. Je ne sais pas ce qui s'est passé. As-tu bu dans cette coupe » demanda Graves sèchement. Sarah hocha la tête. Henri leva les deux mains. « Je n'y suis pas arrivé. Elle l'a apporté elle-même, je le jure. Je lui ai proposé de l'eau. Elle a insisté pour prendre du thé dans sa propre gourde. » Miss Marple s'approcha de la tasse. Elle en renifla le contenu. Une légère amertume flottait sous le parfum de bergamote. La fiole était posée à côté, d'apparence plutôt inoffensive, avec un brin de lavande peint sur le couvercle. Elle l'ouvrit et versa délicatement quelques gouttes sur le sol près de la porte. Avant même que le liquide ne touche le sol, une forte odeur chimique lui monta aux narines. Graves jurado cement. C'est la même chose. De la digitale? Ou quelque chose d'approchant? Murmura Miss Marple. Mais c'est elle qui l'a apporté. Ce qui veut dire. Elle ne termina pas sa phrase. Sarah s'évanouissait rapidement. L'agent appela le médecin. En quelques minutes, Sarah fut emmenée dans une voiture du village et emmenée d'urgence au cabinet du docteur Partridge. Tandis qu'on l'emmenait, Miss Marple resta immobile. Elle n'était pas la prochaine victime, dit-elle doucement. Elle était le prochain message. Graves se retourna. Un message? Quelqu'un voulait la faire taire. Ou la punir. Elle m'a dit avoir vu Madame Vickers près du sac à main. Ce secret ne serait pas gardé bien longtemps. Quelqu'un savait qu'elle m'avait parlé. C'est le danger de résoudre des meurtres? Inspecteur. Vous détenez peut-être les indices, mais vous êtes rarement le seul à savoir où ils mènent. Grave avait l'air sombre. Et maintenant, dit Miss Marple, nous examinons de plus près à qui profite le plus tout cela. Non seulement la mort de Lucille Tilling, mais aussi la confusion et la peur qui ont suivi. Les soupçons changeants, les mensonges proférés et ceux qui ne l'ont pas été. Alors qu'il quittait le jardin Moffat, une légère bruine commença à tomber, tachetant les dalles. Miss Marple regarda le clocher de l'église au loin, dont la silhouette était adoucie par la brume grise. Elle avait désormais la silhouette du tueur. Pas le visage, pas encore tout à fait, mais la silhouette. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui travaillait par l'intermédiaire des autres, quelqu'un qui savait transformer la vie du village en un rideau derrière lequel se cachait. De retour à son chalet, elle ressortit son carnet. D'un côté, elle listait tous ceux qui s'étaient disputés avec Lucille l'année précédente. C'était une longue liste. De l'autre côté, elle n'écrivait qu'une seule question. Qui sait comment faire en sorte que les autres agissent en son nom? Elle tapota légèrement son crayon. Elle pensait à Sarah, si facilement attirée. De Constance Vickers, trop fière pour imaginer qu'elle avait été manipulée. Et de Lucille Tilling, qui n'a jamais su qu'elle jouait le jeu de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle aurait besoin d'une dernière conversation avant d'être prête. Mais l'acte final arrivait. Et Miss Marple préparait déjà le terrain. Miss Marple passa la matinée suivante, comme à son habitude. Crochetant devant la fenêtre, le doux rythme du crochet et du fil guidant ses pensées. Pourtant, chaque point était réfléchi, tissé avec une détermination discrète. Ses mains bougeaient par habitude, mais son esprit restait vif, concentré, attentif à chaque détail qui avait traversé le village ces derniers jours. Sarah Dunkley avait survécu à l'empoisonnement, mais de justesse. Le docteur Partridge rapporta qu'elle avait eu de la chance. La dose, bien que puissante, n'avait pas été mortelle. Elle resta au cabinet médical sous étroite surveillance, à peine assez forte pour parler, mais suffisamment lucide pour confirmer sa version des faits. Le thé n'était pas le sien. La fiole lui avait été laissée, soi-disant par quelqu'un du Women's Institute.
Miss Marple en doutait beaucoup. Non, cette tentative n'était pas née de la panique. Elle avait été mesurée. Quelqu'un voulait que Sarah se taise, certes, mais plus que cela. On voulait délivrer un message. Un avertissement à ceux qui pourraient se poser des questions ou se souvenir de détails gênants. Miss Marple savait désormais que le tueur n'était pas seulement impitoyable. Il était théâtral. Il croyait au contrôle. Et surtout, il se croyait suffisamment intelligent pour garder une longueur d'avance sur le village, sur la police, et même sur Miss Marple elle-même. Il était temps de tester cette théorie. À midi, Miss Marple s'était rendue sur la place du village, son cardigan soigneusement boutonné, son chapeau épinglé de billets. Elle portait un petit paquet glissé dans son sac à main et marchait lentement vers la seule personne qui, selon elle, avait encore un rôle à jouer dans la représentation. Madame Constance Vickers. Elle la trouva, sans surprise, dans sa roseraie, taillant avec un soin méticuleux, les lèvres pincées avec détermination. L'air sentait les feuilles coupées et la défiance silencieuse. « Jane, dit Constance en levant à peine les yeux, tu es venue admirer les fleurs? Elles ont eu du mal à supporter toutes ces rumeurs de meurtre. J'ai toujours trouvé les roses étonnamment résistantes, a déclaré Miss Marple. Elles s'épanouissent même sous la pression. » Constance coupa une tige rebelle et se redressa. « Eh bien, c'est la seule chose qui existe. » Il y eut un silence entre eux. Puis Miss Marple ouvrit son sac et en sortit le paquet. C'était la boîte. « Je crois que vous reconnaîtrez cela. Constance Vickers. J'ai pensé, poursuivit doucement Miss Marple, que vous pourriez peut-être m'expliquer comment il s'est retrouvé dans le sac à main de Madame Teeing. » Avant que quelqu'un d'autre ne fasse le rapprochement. Constance déglutit difficilement. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle essaya de dissimuler ce tremblement en repoussant des feuilles invisibles de sa jupe. « Je ne savais pas que c'était empoisonné, dit-elle enfin à voix basse. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Pourtant, c'est toi qui l'as placé là. On m'a dit que c'était juste un laxatif. Une blague mesquine. Pour la gêner. Par qui? » Constance hésita, puis secoua la tête. « Je ne peux pas. Je n'aurais même pas dû y toucher. » Miss Marple elle observa. « Je pense que vous avez été manipulée, Madame Vickers. Manipulée par quelqu'un d'assez intelligent pour savoir que vous ne poseriez pas trop de questions. Quelqu'un qui vous a nourri du ressentiment idéal pour agir. Elle rendait tout le monde malheureux, murmura Constance. Lucille, toujours à ricaner, toujours à critiquer. Je pensais qu'elle méritait un peu de correction. Et la fiole qui a failli tuer Sarah? Constance Pallet. Je n'y suis pour rien. Je le jure. Il te croit, dit Miss Marple. Mais la personne qui t'a donné la boîte voulait que Sarah s'en aille. Elle t'a vu près du sac à main, et ça seule la rendait dangereuse. Mais ce que Sarah n'a pas vu, c'est celui qui t'a donné la boîte. Je ne peux rien prouver, murmura Constance. C'était tellement banal, comme une blague. Qui? Insista Miss Marple, doucement mais fermement. Qui a fait cette blague? Constance ouvrit la bouche, la referma, puis détourna le regard. Colonel Faraday. Miss Marple resta silencieuse un instant. Ce n'était pas le nom auquel elle s'attendait. Es-tu sûr? Constance hocha lentement la tête. Il a fait comme si de rien n'était. Il a dit que Lucille s'était fait trop d'ennemis. Il a dit qu'elle ne manquerait à personne. J'ai trouvé ses propos cruels. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Je ne savais pas. Miss Marple referma doucement son sac à main. Merci de me l'avoir dit. Cela a peut-être sauvé la vie de Sarah. Elle laissa Constance là, debout parmi les roses, et marcha lentement jusqu'à l'orée de la place du village, l'esprit à nouveau en ébullition. Cela lui semblait étrange. Le colonel Faraday était un fanfaron, certes, et blessé par l'orgueil. Mais orchestrer un plan aussi complexe, cela exigeait une intelligence différente. Et puis elle le vit. Debout au bout du pré, il parlait à la femme du pasteur avec un de ses sourires parfaitement répétés, le docteur Partridge. Elle a arrêté de marcher. Le médecin local. Il avait accès à ces informations. Autorité. La confiance de tout le village. Il connaissait les antécédents médicaux de Lucille Teeing. Il connaissait sa posologie si elle avait déjà pris de la digitaline. Il savait comment masquer les symptômes. Et il avait eu l'opportunité, plus que quiconque. Plus que quiconque. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple lui envoya une invitation. Un mot poli, écrit à la main sur son papier bleu pâle. L'invitant à prendre le thé le lendemain. Elle n'écrivit rien qui puisse l'alarmer. Rien qui puisse révéler ses soupçons. Juste une demande discrète de sa compagnie.
Après tout, disait-elle, il faut rester courtois, même en période de trouble. Le lendemain, le docteur Partridge arriva à 3 heures précises. Il était habillé avec soin, ses manières toujours aussi affables, et pourtant, en entrant dans le cottage, Miss Marple remarqua une légère lueur de malaise sous son sourire. Un serramente sorfils. Le genre d'expression qu'on affiche lorsqu'on se prépare à une conversation qui risque de tourner brusquement. Au début, ils parlèrent de choses banales, la météo, les réparations du toit de l'église, les horaires de la poste. Puis Miss Marple versa le thé, et nonchalamment, souleva le couvercle d'un petit plat posé sur la table. À l'intérieur se trouvait la boîte familière. « J'ai trouvé ça, tu sais, dit-elle d'un ton léger. C'est très curieux. » Il ne broncha pas. Cela, en soi, lui en dit long. Pauvre Lucille, continua-t-elle en remuant son thé. Je me demande parfois si elle se doutait de ce qui lui arrivait. J'imagine que non, dit-il d'un ton neutre. La plupart des gens ne le pensent pas. Miss Marple leva les yeux. Non, mais je l'ai fait. Les mots restaient suspendus entre eux. Je sais, dit-elle doucement, que le poison a été administré par étapes, qui n'était pas censé agir immédiatement, mais simuler une faiblesse cardiaque naturelle. Un choix judicieux, vraiment. Mais Lucille n'a rien mangé à la fête que les autres n'aient pas mangé. Sauf dans cette boîte. Le docteur Partridge n'a rien dit. Et Sarah, poursuivit Miss Marple, a failli être tuée par une autre dose. Venue d'une fiole. Laissée par une personne de confiance. Quelqu'un qui ne voulait pas être interrogé. Toujours le silence. Elle esquissa un petit sourire triste. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Il la regarda alors, la regarda vraiment. Son expression joviale s'estompa, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus froid. Pas de la colère, plutôt de la résignation. Elle allait me dénoncer, dit-il enfin. Pas pour meurtre. Pour incompétence. J'ai commis une erreur l'année dernière. Une jeune fille a failli mourir parce que j'avais mal lu une ordonnance. Lucie l'a découvert. Elle a menacé d'écrire à l'ordre des médecins. Alors tu l'as fait taire. Il hocha la tête. Pas tout d'un coup. Je l'ai administrée lentement. Elle serait partie sans bruit. Mais ensuite, elle s'est mise à trimballer cette fichue boîte. Je ne m'y attendais pas. Et quand elle s'est effondrée trop tôt, j'avais besoin de me distraire. J'ai semé la suspicion. J'ai exploité la vanité de Constance. J'ai laissé Sarah en voir juste assez pour la tromper. Il s'éleva, soudain épuisé. Tu vas tout dire à Grave, bien sûr. Miss Marple hocha la tête. Naturellement. Mais j'imagine que vous lui épargnerez cette peine. Partridge expira profondément, puis se retourna et partit. Elle ne l'a pas suivi. Au lieu de cela, elle s'assit tranquillement et sirota son thé, regardant le soleil commencer sa lente descente au-delà des haies. Elle avait joué sa dernière carte, et le dernier geste appartenait à la justice. Le lendemain de la confession silencieuse du docteur Partridge, l'air de Lower Bynefold semblait avoir changé. Le brouillard qui avait persisté sur le village ces derniers jours s'était dissipé, au sens propre comme au sens figuré. Le soleil perçait des volutes de brume et se reflétait sur les fenêtres des maisons, projetant de longs rayons de lumière sur les ruelles pavées. Mais c'était une luminosité fragile, qui laissait entrevoir quelque chose de fragile juste sous sa lueur. Miss Marple se leva tôt, comme toujours. Elle prépara son thé et mangea ses toasts en silence, réfléchissant non seulement à ce qui venait d'être découvert, mais aussi à la délicatesse avec laquelle les prochaines étapes devaient être menées. Elle avait tendu son piège, prononcé ses mots avec précision et observé la réaction d'un homme qui avait bâti sa vie sur une confiance calculée. Et maintenant, il était temps que cette toile soit dévoilée au grand jour. Peu après 10 heures, elle rendit visite à l'inspecteur Grave. Il la rencontra à la porte du commissariat, les sourcils froncés. « Il est parti, n'est-ce pas ?» dit-il sans préambule. Miss Marple hocha légèrement la tête. « Je suppose que oui. » Grave s'écarta pour la laisser entrer, puis ferma doucement la porte derrière eux. « Il a quitté son cabinet tôt ce matin, » a-t-il poursuivi. « Pas de patient, pas de mots. L'infirmière dit qu'il lui a demandé de prendre congé. J'ai fait venir une voiture pour vérifier la gare, mais je pense qu'il ne sera pas là. » « Non, » dit doucement Miss Marple. « Ce n'est pas un homme qui courait loin. Pas vraiment. Il est trop fier pour ça. » Grave leur servit du thé à tous les deux plus par habitude que par hospitalité et s'appuya au bord du bureau. « Ce sont toujours les plus discrets, » murmura-t-il. On ne l'aurait pas cru de sa part. Toujours si poli, si professionnel. Le professionnalisme, dit Miss Marple,
est parfois le meilleur moyen de dissimuler un manque de conscience. Cela ressemble fort à de la décence aux yeux de ceux qui ne prêtent pas attention. Graves la regarda. Explique-moi tout. Je veux l'entendre correctement. Et c'est ce qu'elle fit. Elle commença par le moment où Madame Tiying s'était effondrée, exposant les soupçons qui avaient suivi. La boîte empoisonnée, le dosage minutieusement dosé et les fausses pistes. La dispute publique avec Henry Moffat. La fausse piste laissée par la vanité de Constance Vickers. La distraction du colonel Faraday et sa médaille suspecte. Tous ces éléments soigneusement arrangés par quelqu'un qui comprenait le fonctionnement des petites communautés, comment la suspicion et l'orgueil pouvaient être utilisés comme les fils d'une tapisserie, chacun tiré pour détourner l'attention juste assez. Mais le véritable indice, dit Miss Marple, ne résidait pas dans la question de savoir qui détestait Madame Tiying. Chacun avait ses raisons. Le véritable indice résidait dans la question de savoir qui comprenait ses faiblesses, qui connaissait son dossier médical, qui savait quelle dose de digitaline elle pouvait tolérer, et qui savait comment faire passer une dose mortelle pour une insuffisance cardiaque. Grave laissa échapper un long soupir. Le docteur. Oui, ça lui revenait toujours. Pas seulement l'opportunité et la connaissance, mais aussi le mobile. Lucie Tiying l'avait surpris en flagrant délit d'erreur l'année précédente, une erreur sur l'ordonnance d'une jeune femme. Elle ne laissait jamais passer un scandale sans en rajouter. Il le savait, et il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne rende son erreur publique. Et les autres? Utilisés, dit simplement Miss Marple. Constance a été piégée et a placé la boîte dans le sac de Lucille. On lui a dit que c'était une blague inoffensive. Sarah a trébuché trop près de la vérité et a failli être réduite au silence. Et le pauvre Henry? Eh bien, il n'était qu'une distraction facile. Grave se leva et commença à faire les 100 pas. « Tu crois qu'il reviendra ?»« Oui, » répondit Miss Marple. « Je crois qu'il le fera. » Elle quitta la gare peu après, empruntant le chemin le plus long pour retourner à son cottage en passant par le cimetière. Le soleil était maintenant plus haut, projetant des ombres chaudes sur les pierres tombales. Des oiseaux gazouillaient au loin, et quelque part un chien aboya une fois, puis se tut. En passant devant le vieux banc de pierre sous le tilleul, elle l'aperçut. Dr. Partridge. Il était assis à l'ombre tachetée, sa veste soigneusement pliée à côté de lui, son regard fixé non pas sur l'horizon mais sur l'herbe à ses pieds. Il n'a pas semblé surpris quand elle s'est approchée. « Je pensais que tu étais peut-être là, » dit-elle. Il esquissa un léger sourire. « Je ne savais pas où aller. » Étrange. Non, malgré toutes mes connaissances, toute ma pratique, je ne parvenais pas à imaginer une seule autre voie. Miss Marple s'assit sur le banc à côté de lui. Elle ne dit rien un instant, laissant le silence s'installer entre eux comme du lierre s'enroulant sur la pierre. « Ce n'était jamais personnel, dit-il enfin. Pas au début. C'est juste que j'étais fatigué. Elle menaçait tout. Ma reputation. Mon gagne-pain. Et ainsi vous avez mis fin à sa vie. » Oui. La réponse était calme, creuse. Pas triste, mais dépouillée de toute prétention. « Je n'ai pas tout planifié d'un coup, » a-t-il poursuivi. Tout s'est mis en place petit à petit. Elle était déjà fragile. Elle prenait déjà des médicaments. Il a suffi d'un petit coup de pouce. Un peu plus. Un peu plus. Et puis tu l'as regardé tomber, dit Miss Marple. Il hocha la tête. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. Tu continuais à chercher. À demander. Je le fais toujours, répondit-elle. Les mains de Partridge tremblaient légèrement. Est-ce toi qui leur diras? Non, dit Miss Marple. Mais je dirai à Grave où vous trouvez. Je pense que vous le saviez déjà en arrivant ici. Il n'a rien dit. Ils restèrent assis là un moment encore, deux silhouettes sous le tilleul, tandis que le village continuait sa route autour d'eux. Les enfants riaient dans le chemin. Une sonnette de vélo résonna. Une bouilloire siffla quelque part au loin. La vie à Lower Bynefold, si polie, si tenace. Finalement, le docteur Partridge se leva. « Je vais à pied jusqu'à la gare, » dit-il. « Je préfère ne pas être arrêté devant la boulangerie. » Miss Marple hocha la tête. « Ce serait mieux. » Elle le regarda partir, ses pas mesurés, les épaules droites malgré tout. Et lorsqu'il eut disparu, elle se leva et retourna chez elle. Le soleil brillait désormais, projetant de longues ombres sur le sentier. L'air semblait plus pur, pas entièrement débarrassé de la tristesse, mais plus léger, comme si le village lui-même avait enfin expiré. Arrivée à son portail, elle s'arrêta pour admirer les roses. Elles avaient pleinement fleuri ces derniers jours,
à l'abri du scandale, du poison ou des complots humains. À l'intérieur, sa bouilloire était déjà sur le feu. Elle mit la table pour une personne, ajouta quelques biscuits à la crème dans l'assiette et versa son thé d'une main ferme. Elle n'avait pas vraiment célébré, pas vraiment. Mais elle éprouvait une satisfaction tranquille à savoir que la vérité avait été révélée. Elle ouvrit son livre, sirota son thé et s'installa. Dehors, le village tournait sa page. Mais Miss Marple resterait vigilante. Elle l'a toujours fait. Au cours des semaines qui suivirent, le village de Lower Bynefold se reconstitua lentement. Telle une tapisserie effilochée, il ne serait plus jamais tout à fait le même, mais son essence demeurait intacte. La routine reprit timidement d'abord, puis avec l'élan tenace de l'habitude. Les cloches des églises sonnèrent à nouveau avec détermination. Les enfants couraient sur la pelouse sans que l'ombre du scandale ne les talonne. Les rires, devenus prudents, reprirent de plus belle, à voix haute, sinon toujours avec fougue. Miss Marple, quant à elle, reprit sa vie avec cette dignité tranquille que seule une personne très observatrice peut conserver. Elle rendait visite au boulanger le matin, saluait gracieusement les ragots sans s'y complaire, et acceptait les invitations à prendre le thé, tout en déclinant poliment celles qui promettaient de parler du meurtre plus qu'elle ne pouvait en supporter. Elle savait que les gens aimaient croire que les choses étaient derrière eux, que la justice serait vite rendue, que la décence serait rétablie et que tout reprendrait comme avant. Mais Miss Marple ne pensait pas de cette façon. Elle en avait trop vu, pas seulement à Lower Bynefold, mais dans des endroits similaires. Des villages dont les noms ne faisaient jamais la une des journaux. Des gens qui semblaient n'avoir rien à cacher. Des vies qui basculaient, si discrètement, vers la cruauté, sans que personne ne les observe. Un après-midi, alors qu'elle taillait une touffe de dahlias de fin de saison dans son jardin, Sarah Dunkley passa devant elle. Elle marchait d'un pas plus assuré, un sac en bandoulière, un sourire timide mais sincère aux lèvres. « Miss Marple, Lancatel, je voulais vous remercier. » Miss Marple se leva et s'épousseta les mains. « Ce n'est pas nécessaire, ma chère. Mais vous êtes très aimable de le dire. » Sarah s'approcha du portail. « Le docteur a-t-il jamais dit pourquoi? Je veux dire, pas seulement à propos de Madame Tying, mais de tout? Il a donné ses raisons, dit Miss Marple. La peur, l'orgueil, l'instinct de survie. Mais ce ne sont pas vraiment des explications. Juste des excuses sous de beaux discours. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est souvent comme ça, dit doucement Miss Marple. On s'attend à ce que le mal ait l'air grandiose. Une ombre dans la nuit. Un Christ dans l'obscurité. Mais il arbore souvent un sourire bienveillant et des ongles impeccables. Sarah hocha lentement la tête. Viendras-tu à la réunion du club de jardinage le mois prochain? Ils m'ont demandé de présider l'événement. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Je crois que ça me plairait beaucoup. Après le départ de Sarah, Miss Marple retourna à ses fleurs. Elle coupa une fleur fanée avec précision, la laissant tomber dans le petit panier en osier à côté d'elle. Il y avait une certaine paix dans le jardinage. Le cycle de la croissance et du déclin. Ces rappels que chaque chose fleurit en son temps et se fane une fois sa fonction accomplie. Elle jeta un coup d'œil dans le chemin, où la maison des Moffat était à nouveau tranquille. Henri avait été complètement blanchi, bien sûr, même s'il portait les marques invisibles d'un soupçon plus longtemps qu'il ne semblait juste. Le village avait fini par se rallier à lui, mais Miss Marple soupçonnait qu'il n'écrirait plus jamais sur le jardinage avec autant d'enthousiasme. Il y avait des choses, elle le savait, que même le compost le plus riche ne pouvait pas couvrir. Et Constance Vickers? Elle s'était retirée de la vie publique avec une soudaineté que peu de gens remarquèrent. Sa clématite avait fané, ses nominations au comité avaient discrètement été transmises à d'autres, et ses ragots s'étaient tus. Elle n'était pas rejetée et Lower Bynefold ne la rejetait pas. Mais elle était doucement cernée, telle une flaque d'eau sur un chemin que personne n'aurait osé emprunter. Quant au colonel Faraday, il avait pris l'habitude de rendre visite à sa sœur dans le Dorset. La médaille de la reine n'avait pas été portée depuis la fête, et bien qu'aucune accusation formelle n'ait jamais été portée contre lui, il y avait dans ses manières une sérénité nouvelle, une posture dégonflée qui trahissait un homme obligé de se regarder dans le miroir pour la première fois depuis des années. Le dimanche suivant, le pasteur prononça un sermon sur le thème de l'humilité. Bien qu'il ne nommât personne, le message résonna suffisamment pour l'assemblée. Mademoiselle Marple était assise deux bancs en arrière, son chapeau bien en place, le regard doux et pensif. Elle écoutait, mais n'acquiesçait pas. L'humilité, croyait-elle,
était une chose qui se manifestait par des actes, et non par des paroles prononcées en chair. Plus tard dans la semaine, l'inspecteur Grave est venu rendre visite. J'ai apporté le dossier, dit-il en sortant une enveloppe marron, même si j'imagine que vous avez déjà écrit votre propre fin. Miss Marple sourit. Je trouve que la vérité s'écrit d'elle-même, une fois tous les mensonges dissipés. Grave s'installa dans le fauteuil en face d'elle et jeta un coup d'œil à la pièce ordonnée, au tic-tac de l'horloge, au léger parfum d'eau de rose qui s'accrochait au rideau. Tu avais raison dès le début, dit-il, même si aucun de nous ne l'a vu. Peut-être, répondit-elle, mais il ne s'agissait jamais d'avoir raison. Il s'agissait de remarquer ce qui n'allait pas. Il rigola. Je ne sais pas comment tu fais. Je suis juste attentive, dit-elle. Et je suis sûr que les gens vous montreront qui ils sont, avec suffisamment de temps et de thé. Il secoua la tête en souriant. Le village te doit quelque chose, Jane. Qu'il l'admette ou non. Le village, dit Miss Marple en lui versant une seconde tasse, se doit de se regarder dans le miroir. Mais c'est rarement un passe-temps apprécié. En partant, il s'arrêta à la porte. Si jamais vous décidez d'accepter un travail officiel, nous serions heureux de vous avoir. Elle haussa un sourcil. Le jour où je commencerai à traquer les criminels en voiture de police, inspecteur, ce sera le jour où le WI commencera à tenir des réunions au pub. Il rit, souleva son chapeau et partit. L'après-midi se déroula tranquillement, comme toujours. Le soleil se couchait derrière les collines en 12 couches, et les ombres s'allongeaient sur le chemin devant la porte de Miss Marple. Dans le silence de son salon, elle retourna à sa chaise, ses mains se remettant à crocheter, le motif aussi familier que le rythme du village lui-même. Dans chaque boucle, chaque nain, elle trouvait un reflet non pas de la vitrine elle-même, désormais fermée, mais des personnes qui s'y trouvaient. Lucille Keeling avait été bien des choses. Acerbe, inflexible, parfois cruelle. Mais personne ne méritait d'être réduit au silence par le poison, ni par orgueil, ni à cause d'erreurs, et certainement pas parce qu'on croyait pouvoir s'en tirer. Le mal, disait souvent Miss Marple, crie rarement. Il murmurait, il s'attarde, et il se croit toujours plus malin qu'il ne l'est. Mais elle avait écouté, elle avait observé. Comme toujours, elle avait été attentive. Ce faisant, elle avait rappelé au village et peut-être même à elle-même que la justice, bien que lente, arrive avec une certitude tranquille. Dehors, les roses se balançaient dans la brise. À l'intérieur, Miss Marple a noué le dernier nœud. Et l'histoire de l'été le plus troublant de Lower Bynefold s'est glissée doucement, tranquillement, dans la mémoire.